Bonjour, donc Loïc Dosser, je suis co-directeur général de Paris & Co. Je ne vais pas vous détailler en fait ce qu'est cette agence. Pour faire très très court, agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole parisienne. Un acteur un peu global, mixte, entre acteurs publics et acteurs privés. Notre job, c'est favoriser la croissance de l'emploi via l'innovation à l'échelle de ce territoire. Ce que vous avez à l'écran, en fait, ça va être un élément de ma conclusion. C'est notre cartographie de nos grands sites aujourd'hui à travers Paris et un petit peu sur l'ouest parisien et d'autres sites à venir. Mais en fait, ça, c'est un état d'arrivée. Mon point aujourd'hui, ce matin, ce qui m'a été demandé, c'est effectivement de regarder comment on a agi, comment on a contribué à faire, par l'innovation, à créer de la dynamique économique sur le territoire parisien. Je vais faire un petit saut dans le temps, très rapide, pour arriver en 1889 à Paris, exposition universelle, où vous avez tous en tête un symbole qui est la Tour Eiffel. Et puis, on oublie un petit peu que Paris, cette année-là, ce moment-là, a été la ville la plus innovante au monde, que le premier trottoir roulant existait sur les berges de Seine. Je dis bien sur les berges de Seine. Il y avait un trottoir roulant électrique qui permettait d'aller d'un pavillon à l'autre. Ces trottoirs électriques, ils existent encore aujourd'hui. Ils sont dans le métro pour l'essentiel. 1889. Également, vous aviez une fontaine qui était animée par un jeu de lumière électrique, 1889, et les couleurs changeaient au son d'une fanfare militaire. C'est une époque, c'est plus exactement la même aujourd'hui. Mais on avait de l'électricité, de la lumière, de l'eau et de la musique. Le théâtrophone qui a existé, qui vous permettait, en étant au Champ de Mars, d'écouter l'opéra qui se jouait à Garnier. Toutes ces choses ont été inventées au XIXe siècle, ont été créées, ont été testées. Certaines ont complètement sombré dans les limbes de l'histoire. Et je pourrais vous faire une liste durant 20 minutes. Tant de choses ont été créées ces années-là, parce que le monde entier s'est concentré à Paris et a osé l'innovation, a osé tester des trucs complètement improbables, avec des modèles économiques intenables. C'était probablement des start-upers, mais les Américains n'étaient pas passés par là, on n'avait pas inventé le nom. 2004. On fait un petit saut, là, on se prend 115 ans, durant lequel on oublie un petit peu que Paris n'est pas qu'une... Enfin, Paris est devenu une ville-musée, l'histoire passe par là, et Paris s'effondre totalement dans les classements internationaux sur l'innovation et sur les classements de l'attractivité basés sur ce sujet-là. Et il y a un souffle qui arrive des États-Unis. Je prends quelques autres dates, j'aime bien les dates, ça aide à se repérer. On va partir du doyen, on l'a un peu tous dans la poche parfois, plus ou moins, ça s'appelle Apple, 1976. C'est pas vieux. Et puis on arrive en 94 à Amazon. 94. Le décollage d'Amazon, c'est 2008 à peu près. Google, 98. Facebook, 2005. Et le premier iPhone, qui est vraiment le moment de la bascule du numérique, enfin de la mobilité connectée, c'est septembre 2007. L'iPhone a 11 ans. Tout ça pour se dire quoi ? Pour se dire qu'on a quelque chose qui est en train d'arriver plutôt dans la vallée et qu'à Paris, on est encore dans une économie qui est basée sur les spectres du 19e siècle. On est sur un système très descendant sur l'innovation où l'acteur public finance massivement des incubateurs, des pépinières et rend gratuit la démarche d'entrepreneuriat, la finance intégralement. Et donc, je suis à l'époque, moi, aux côtés de Jean-Louis Mitseka, qui est l'adjoint, qui vient d'arriver auprès de Delanoë, en charge de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et on va attaquer 3 axes pour faire de l'innovation le levier de ce développement territorial de cette métropole. En faisant le pari très ambitieux d'être dans le top 3 au bout de 6 ans. Donc, à la fin de la mandature. On est sur des jeux politiques, c'est des temps très courts. Donc, on y va. Premier aspect, c'est l'infrastructure. On agit sur l'infrastructure. C'est la fibre. Première ville fibrée au monde. Personne ne le sait non plus. C'est un petit peu dommage. 100% de Paris est fibré grâce au génie de Haussmann. Haussmann, il a créé des égouts à Paris, des égouts visitables. Je vous invite à le faire un jour. Vous pouvez vous balader debout dans les égouts de Paris. Il y en a partout, sous toutes les rues, des égouts visitables. Ça a permis de tirer la fibre sans ouvrir les trottoirs. C'est unique. Et donc 100% de Paris est fibré en horizontal. Le vertical, il a fallu que les opérateurs un petit peu s'y mettent. C'était différent. Puis l'immobilier d'entreprise. On en parlait à l'instant avec Christophe. L'immobilier d'entreprise à Paris, évidemment, ailleurs est très cher. Et donc, programme d'investissement immobilier pour permettre à des jeunes entreprises de trouver un toit. On est dans Maslow. On est dans une pyramide toute bête. Si vous n'avez pas un toit, vous ne pouvez pas vous développer.
Et puis on casse le modèle économique de l'incubation, qui était jusque-là, l'acteur public donne de l'argent à un incubateur qui file gratuitement des services et du locatif. Ça fait quoi? Ça fait que la jeune entreprise a tout intérêt à ne pas quitter les murs où aller. Elle n'a aucun intérêt à grandir, puisque de toute façon, la vie dehors est sauvage et la vie à l'intérieur est très... Et c'est un cocon. Et donc on casse le modèle, on arrête de financer les incubateurs, ça crie beaucoup d'abord, puis quelques-uns meurent, et puis on développe avec la BPI un fonds qui va financer les entreprises pour qu'elles achètent du service. Et on bascule dans un modèle de service et on crée le marché de la start-up à Paris. Je fais des raccourcis, mais x20 en nombre de start-up, x20 en capacité d'accueil d'entreprises en 6 ans. Ça permet à des gros acteurs privés de venir sur ce terrain. Inévitablement, on va penser à Xavier Niel avec Station F. Ce n'est pas anodin, même si ce n'est pas un incubateur. C'est un grand lieu qui accueille plein d'incubateurs, que ce ne sont pas exactement toujours des startups qui sont à l'intérieur, etc. Peu importe, c'est un lieu de bouillonnement extraordinaire, entièrement financé par un tycoon, par un gars qui a fait fortune dans le numérique. C'est la première fois, à cette échelle, en France, la Silicon Valley s'est construite beaucoup sur le payback. J'ai fait fortune avec ma boîte. Je n'existe et je n'ai réussi aux États-Unis que à compter du moment où j'ai retourné un peu de mon argent, un peu, voire massivement, mon argent vers la nouvelle économie. On avait plutôt l'habitude en France d'avoir de riches industriels qui investissent dans des galeries d'art. C'est chouette pour la France, c'est chouette pour Paris, mais ça n'a pas stimulé l'économie dans tous les cas. Là, on crée un précédent avec l'arrivée de Xavier, et puis de quelques autres qui sont plus discrets et qui ont également réinjecté leur argent. 2017, Paris passe devant Londres. L'éternel combat avec Londres, entre Paris et Londres. Aujourd'hui, on est des villes amies, mais ce duel est clé. Paris doit se battre avec Londres, avec New York, avec les grandes capitales européennes, pas avec Toulouse, avec Nice, avec Marseille, avec Strasbourg. Ça, c'est une autre échelle. On doit, à l'échelle parisienne, tracter ces leviers d'innovation, les tirer pour redonner à Paris sa place et faire qu'aujourd'hui, effectivement, la planète de l'investissement regarde Paris comme une des meilleures places au monde pour investir son argent et qu'en valeur absolue, le nombre d'investissements réalisés est supérieur à ce qui a toujours été notre concurrent et notre complexe d'infériorité vis-à-vis des Londoniens. Bon, les Londoniens nous ont bien aidés avec le Brexit. Ils s'y sont mis à plusieurs pour faire qu'effectivement l'économie parisienne et française passe devant. Mais on va quand même se flatter un petit peu. Le temps s'écoule très très vite et je vais laisser après la place aux questions puis à Christophe. Juste pour finir sur ces aspects-là, aujourd'hui, au titre de Paris Synco, on est effectivement sur ce périmètre. Ces grands sites que vous voyez là sont pour partie, alors pas l'Arche de la Défense, hein, d'autres l'ont financé que nous, mais le Cargo qui est en haut, qui est réellement le plus grand incubateur d'Europe, puisque c'est réellement le lieu d'incubation. Le nombre d'emplois moyens par boîte est de 8, c'est 120 entreprises, 15 000 m². Tous les autres sites sont liés en partie à des investissements publics. C'est mon modèle économique, c'est-à-dire qu'on a fait injecter l'argent dans l'immobilier et ce qui nous a permis de sortir des loyers à très bas prix et ensuite de faire une proposition de service également qui est à tarif ultra modéré. Et puis après, on investit d'autres lieux sur des montages un peu baroques par moment. C'est 40 000 m² au total dans lequel on accueille un peu plus de 800 entreprises. Les défis de demain, là on est à un moment frontière, on a réussi le premier contrat, on a dérapé un peu dans le temps, mais à faire de Paris une des premières places au monde pour innover et surtout d'être reconnu à l'échelle monde pour cela. Le défi de demain, c'est que cette innovation ne reste pas aux mains des startups. Et ça, c'est un défi collectif et je veux encore plus l'évoquer dans des journées comme celle-là. Si ça reste un entre-soi, on va se casser la figure massivement. Le mot startup commence d'ailleurs un petit peu à piquer de temps en temps. Tout est startup. Tout le monde est start-up. Si vous n'êtes pas start-up, vous avez raté votre vie à 50 ans, quoi. Donc il est temps pour certains. Donc c'est comment utilisons-nous cette méthode, cette pratique start-up, cette fameuse agilité, cette approche de projet. Elle intéresse aujourd'hui les grands acteurs publics, les grandes organisations privées, tout à chacun. Et on doit réussir à extraire, et moi c'est le défi de mon agence pour les 3 ans qui viennent, c'est d'utiliser la méthode, l'outillage start-up pour attaquer le commerce de proximité, les PME, les ETI traditionnels, la recherche aussi, et faire aussi, développer les outils qui vont nous permettre une innovation positive, à impact positif socialement et sociétalement. Voilà, je pourrais parler des heures, mais excusez-moi, je laisse Christophe.